Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle soirée rencontre sur le deuil. Alors, au nom de l'équipe d'Info Deuil et du Repos Saint-François d'Assise, qui est, comme vous le savez, le commanditaire de toutes les activités d'Info Deuil. Alors, on vous souhaite la plus cordiale bienvenue. On est content de vous retrouver. On en parlait juste avant d'entrer en ondes avec vous. On se disait qu'on s'ennuyait des soirées sur le deuil en présentiel, un mot que j'aime pas trop, mais bon, qui décrit bien la réalité. On espère qu'un jour, on y retournera, mais bon, on veut bien sûr s'assurer que tout le monde soit en sécurité et quand on y sera, on vous l'annoncera, mais pour l'instant, on trouve ça un peu trop fragile. Alors, on aura l'occasion de vous en reparler. Avant de commencer et de vous présenter notre invité de ce soir, j'aimerais quand même c'est difficile de passer sous silence ce qui se passe en Ukraine. Je pense qu'il faut avoir à tout le moins une pensée pour ce drame-là. C'est ce que vivent les gens, ce que vivent les Ukrainiens. On est vraiment, on a des images qui nous sont catapultées du matin au soir et on trouve ça difficile, mais imaginons-nous pour quelques secondes, quelques minutes, ce que ces gens-là doivent endurer. Alors, c'est très difficile et je pense qu'on ne peut pas passer aux côtés du fait qu'il faut faire ce qu'on peut, mais bien sûr avoir des pensées pour tout ce qui se passe là-bas. Donc, ce soir, comme à l'habitude, bien sûr, Joanne de Montigny est avec nous. Vous la connaissez. Joanne est auteure, psychologue d'abord et avant tout. Elle est aussi conférencière et on a le plaisir d'avoir sa collaboration au Repos Saint-François d'Assise et à Info Deuil depuis de nombreuses années, depuis la fin 2015. Et on se sent très, très privilégié. Je prends l'occasion pour la remercier d'ailleurs pour tout ce qu'elle fait pour nous et pour vous, bien sûr. Elle est d'un grand aide et elle nous amène toujours des pistes, je dirais, importantes pour nous aider collectivement, pour vous aider, tous ceux qui traversez pour reprendre ces mots, entreprenez un travail de deuil et le long chemin du deuil. Donc, Joanne de Montigny, ce soir, est avec nous. Habituellement, elle est notre animatrice et elle a une ou des invités. Et cette fois-ci, à votre demande, bien, on est chanceux. Ce soir, on l'a en unicité. Alors, la soirée est avec Joanne et je lui cède immédiatement la parole. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Alors, un grand merci aussi, Alain, à toi et à toute ton équipe. Et je suis très contente de m'adresser à notre auditoire ce soir. Je salue les personnes qui sont avec nous régulièrement à chaque premier lundi du mois et je salue les nouvelles personnes qui se joignent à nous. Alors, je vais vous dire, je ressens du bonheur de vous parler. Même si le sujet est triste, j'ai du bonheur, de la joie profonde à penser à toutes ces personnes qui se réunissent pour toujours mieux évoluer dans la perte, dans le deuil et surtout dans la reconstruction. C'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation Tout ce que j'ai appris des personnes en deuil, parce que je me sens très privilégiée, même si c'est émouvant, parce qu'on ne parle pas de sujet pareil sans être ému et sans aussi reconnaître que nos connaissances viennent de ceux et celles qui ont le courage de se confier à une thérapeute que je suis et qui me donne l'occasion de, disons, non seulement lire sur le sujet, non seulement apprendre des diverses façons de la recherche, mais surtout d'écouter sur le terrain la réalité de ce que chacun vit lorsqu'il est question de deuil. J'aimerais, si Bernard veut bien mettre l'affiche, attirer votre attention sur la toile d'André Pitre. Je vais vous dire ce que j'y vois, si vous voulez bien regarder avec moi. Dans la partie verte en bas, je vois la vie avant le drame,
avant la perte d'un être cher. Puis, je vois que l'image est tranchée. Il y a une deuxième vie, on dirait, après. Et ce que je vois, c'est un ciel obscurci par la souffrance en période de deuil, mais je vois aussi l'éclaircie, la partie en blanc qui montre que quelque chose pointe à l'horizon, une sorte de sortie de la souffrance. On va en parler ce soir. En tout cas, je vous invite à visiter le site de ce peintre André Pitre. Vous allez y trouver des images touchantes et apaisantes. Ce sont des toiles que j'aime beaucoup et je tiens à le remercier de nous avoir prêté celle-ci qui m'a inspiré un peu sur le deuil. Sans plus tarder, le deuil, parlons-en. Je vous l'écrivais sur l'affiche, voir un proche mourir à petit feu ou perdre un être cher de façon soudaine soulève un chagrin aux répercussions variables. Dans la mort annoncée, on peut y observer un pré-deuil, une sorte de prise de conscience, à savoir que la vie de l'être aimé tire à sa fin, alors que dans la mort soudaine, parfois brutale, nul n'est préparé à recevoir une nouvelle aussi radicale. Une seule réaction, cependant, réunit les deux types de deuil. C'est l'état de choc, car même si la mort annoncée est donc prévisible, entre la vie qui tient encore et le dernier souffle, les proches y voient une forme de soudaineté. Autrement dit, la mort, même attendue, surprend. Dans la mort foudroyante, le choc s'apparente à une déflagration psychique. Quelques auteurs emploient cette expression que j'aime beaucoup parce que franchement, je trouve que ça décrit ce qui se passe dans la psyché. Les endeuillés parlent aussi d'un coup de massue sur la tête. On dit parfois, y a-t-il erreur sur la personne? Et on sent déjà une impossibilité d'intégrer une aussi dure réalité. Le choc peut se prolonger durant des semaines, voire même des mois. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, 10 ans peut-être, on parlait du choc comme étant assez instantané, comme si ça pouvait durer de 1 à 5 jours. On réalise, quand on écoute les personnes en deuil, que les ondes du choc continuent de nous traverser quand on est dans un deuil. Les... Oh, oh, d'accord, c'est peut-être que je bouge mes pages. Je vais... Merci de... Merci. Oui, d'accord. Merci, merci de me le dire. Pardonnez-moi pour ceux qui écoutaient ce petit bruit de fond. Alors, les personnes en deuil utilisent des mots assez spécifiques pour parler de ce qui leur arrive. Anesthésié, robotisé, gelé, pris dans les filets d'un cauchemar, dans un film d'horreur, dans un monde à part, expatrié dans un espace inconnu, surréel, inaccessible. Ce qui différencie les endeuillés, c'est la durée et l'intensité de leur souffrance. Avons-nous perdu un enfant, un conjoint, un parent? Dans quelles circonstances? Était-ce un pilier dans la vie familiale? Une figure d'attachement unique, une promesse pour le futur, un complice, une âme sœur,
un ami d'enfance, une fiancée, un frère bien-aimé. Qui avons-nous perdu et qu'avons-nous perdu de soi en perdant l'autre? Soyons clairs, les personnes en deuil vivent un long moment de souffrance, souvent difficile à saisir par quiconque n'a jamais été éprouvé par une épreuve majeure, une perte majeure. Des fausses croyances circulent et se répètent à propos de deuil qui se prolonge. On invite un proche à trier les objets dans un temps record. On lui demande de passer à autre chose, de cesser de pleurer. On lui suggère et on lui spécifie que parfois, certaines pertes seront pires que la sienne, alors que la personne souffre tant de celui ou de celle qu'elle aimait et qui n'est plus. Ces maladresses non seulement heurtent le deuilleur, aimez-vous ce terme, le deuilleur? Je lisais dans le livre de Nadine Beautéac, que j'ai beaucoup aimé, 100 questions et réponses sur le deuil. Elle disait qu'on dit le deuilleur au Québec comme on parle du nageur, du marcheur. Donc, la personne en deuil est un deuilleur. Mais celui-ci tentera, ce deuilleur, de s'isoler pour ne plus composer avec les conseils ou les recommandations qui ne correspondent aucunement à son expérience ou à son vécu. La personne en deuil ne peut pas tourner la page de l'histoire de sa vie. Elle devra plutôt rédiger de nouveaux chapitres pour y donner suite. La souffrance inhérente à la perte ne peut pas se résorber de façon magique. Au contraire, un travail de deuil s'effectue entre l'effondrement et la reconstruction, parce que la vie a été ébranlée. Voilà le mot reconstruction. Présentement, tant de visages me viennent à l'esprit quand je pense à la souffrance de la perte, si difficile à accepter, à supporter, à traverser, à surmonter pour ceux et celles qui restent. Entre le deuil normal et le deuil dit compliqué, la ligne n'est pas si facile à tracer. Prenons l'exemple de cette femme dont la mère a été hospitalisée lorsqu'elle était en phase terminale, mais cela au pire moment de la COVID-19. L'interdiction de l'accompagner, de la soigner, de lui dire au revoir en la remerciant, en l'aimant très fort, a provoqué chez cette femme un deuil traumatique, une détresse inconsolable durant les 2 ans qui ont suivi le drame. À ce jour, la profondeur de la blessure ne cicatrise pas aussi facilement que si la perte de sa mère avait eu lieu dans un contexte enveloppant et sécurisant, un contexte normal. Comble de malheur, l'impossibilité d'honorer les volontés du défunt, de la défunte, de lui rendre hommage en accueillant les personnes pour qui elle a beaucoup compté, ajoute de l'ampleur à la souffrance familiale. Priver sa fille bien-aimée d'être à son chevet ressemble à l'enfant qui naît seul aux mains des étrangers qui par ailleurs ont beaucoup donné. En effet, le personnel soignant a tout donné pendant que la famille a eu l'impression, et peut-être juste d'ailleurs, de tout rater. La situation
pandémique a oblitéré le deuil intime. La traversée du deuil exige du temps, de la confiance, une patience d'ange, une capacité de porter la souffrance qui nous est donnée malgré nous. Elle révèle le poids de l'absence. Elle nécessite aussi, cette souffrance, la conviction qu'un jour, la douleur sera beaucoup moins vive. Plusieurs personnes se questionnent sur les étapes du deuil. Il faut savoir qu'un grand nombre d'auteurs ont identifié les différentes étapes du deuil dans le but, entre autres, de situer les personnes déstabilisées par la perte d'un être cher. Les étapes, les phases ou les temps du deuil servent de point de repère sur le chemin parcouru ou restant à parcourir dans un paysage obscur, voilé. Les étapes ne sont pas des prescriptions ni des passages obligés. Elles ont tout simplement le mérite de baliser le chemin escarpé du deuil. Pour ma part, je privilégie vraiment les 3 temps du deuil tels que proposés par la psychologue française Nadine Boteach. Le temps du choc, le temps de la grande souffrance et le temps du deuil cyclique et intermittent, c'est-à-dire les dates anniversaires, les saisons du deuil, les rappels impromptus, les images intrusives, éventuellement, heureusement, de plus longs moments de répit entre les vagues de chagrin. Une série de peurs attaque les personnes en deuil. La peur de ne plus retrouver ses raisons de vivre, de ne plus savoir rire, de ne plus aimer, de ne plus jamais être pareil. J'aimerais à l'instant aborder quelques-unes de ces peurs. Tout d'abord, nos raisons de vivre peuvent effectivement disparaître avec l'épreuve d'une perte majeure. Cette quête de sens est centrale à la redéfinition de soi comme veuve, comme mère qui a perdu son enfant, comme la moitié de son jumeau, comme fils dorénavant unique. Et un mot que vous connaissez peut-être et qui a été composé, créé par un groupe belge de personnes endeuillées et pour les parents endeuillés, et leur mot c'est parents désenfantés. On a donc l'orpheline, hein? On connaît ce mot-là, on connaît le mot veuve ou veuf, et là, on aurait le parent qui a perdu un enfant, on l'appellerait le parent désenfanté. En perdant un être cher, c'est sa propre identité qui vacille. Elle se métamorphose et généralement se solidifie au fil du temps. Il s'agit de la rénovation complète de son être, d'une invasion intérieure, d'une véritable renaissance de ce côté-ci de la vie. Mais pour se remettre au monde différemment, avec un potentiel inespéré, il faut avoir beaucoup pleuré, garder silence, s'être isolé, s'être perdu de vue, avoir connu le tourment de l'insomnie, de la solitude, de l'inconnu. Il faut avoir sombré pour pouvoir remonter à la surface. Il est impossible
impossible d'escamoter la souffrance qu'engendre le deuil si on veut dupliquer les forces du moi et redécouvrir sa vie, non plus sans l'autre, mais avec l'autre au-dedans de soi. Autrement dit, je deviens aussi ce que celui ou celle qui n'est plus a construit avec moi avant de partir. Je suis habité par tout ce que nous avons partagé, même si la vie fut courte, la vie à deux, la vie avec cet enfant, la vie avec ce conjoint. On meurt toujours trop tôt, quel que soit notre âge. Sans cette rencontre, est-ce que je serais devenue la personne que je suis et qui pourra, je l'espère, évoluer forte du passage de sa vie dans la mienne, de la vie de celui qui n'est plus ou de celle qui n'est plus imbriquée dans la mienne. Il faudrait peut-être parvenir à dire, se dire intérieurement, toi, tu as eu le courage de mourir. Je puise aujourd'hui en toi ma conscience de vivre. Avant de passer à vos questions, j'aimerais vous dire aussi, un peu en vrac, ce que la majorité des personnes en deuil vivent en général et quelle que soit la nature de la perte entourant la mort. Après le choc, la réalité s'installe et la souffrance se traduit par un sentiment de vide, un manque, un ennui, une déstabilisation, une grande appréhension du futur. L'endeuillé a besoin d'être accueilli tel quel, de parler du défunt et d'en parler encore, d'être écouté et écouté encore, de sentir l'empathie de l'entourage ou du thérapeute. Il a besoin de partager ce manque avec d'autres personnes en deuil. Il a l'impression d'avoir des réactions anormales et craint d'être jugé par ceux et celles qui ne sont pas dans le deuil. La personne en deuil perçoit la mort comme une trahison, une injustice, un fait implacable, inacceptable. Pensons à une très grande perte, la perte par homicide, parfois suivie d'un suicide. Ce genre de perte soulève un chagrin immense, pas toujours possible ou facile à mettre en mots. Parfois, un sentiment de culpabilité, suivi d'auto-reproches, de regrets, de questions sans fin, de réponses partielles. Une perte d'estime de soi peut survenir à la pensée de n'avoir pu empêcher le drame. Pensons aussi à la perte d'un enfant. Ça se vit comme une tragédie familiale. Une tragédie familiale. Et peut-être une tragédie pour notre société. C'est gros, perdre un enfant. Le sentiment d'impuissance du parent peut se confondre avec une pensée qui l'obsède. Comment, mais comment aurais-je pu sauver mon enfant? J'aurais donné ma vie pour épargner la sienne. Et ce n'est même pas une figure de style, ce n'est même pas une façon de dire. Je connais trop de parents qui auraient été prêts
à donner leur vie pour sauver celle de leur enfant. D'autres me disent, je fais semblant de vivre, de fonctionner. Je suis tout simplement paralysée. Je pense souvent à mourir, parfois même au suicide, mais soyez sans crainte. Cette idée, il n'est pas un élan pour mettre fin à ma vie, mais j'y pense. Je voudrais juste aller rejoindre le défunt. Je manque d'appétit, j'ai besoin d'être seule et pourtant, je cherche la compagnie. Je voudrais me distraire, mais tout me paraît soudainement si banal. Le soleil m'agresse, rien ne me console. Je n'arrive pas à lire une page complète. La musique me fait mal, me fait pleurer. La télé m'abrutit. Je me sens irritable, j'éprouve de la colère. Le monde me tape sur les nerfs. Et lorsque le plus fort de la souffrance est atteint, on le sait, on ne peut plus souffrir, on n'en peut plus. Nous sommes allés au bout du chemin de la souffrance aiguë. Je comprends alors que mon deuil persiste, mais que mes réactions ou que mes sentiments s'adoucissent. Le mal va et vient. Je pleure beaucoup moins. J'accepte quelques invitations. Je commence à peine à m'intéresser à nouveau aux personnes qui ne sont pas en deuil. Pour certains, la perte d'un proche peut se vivre comme délivrance. On n'en parle pas souvent. Par exemple, dans le cas d'une femme dont le mari était violent et non aimant, ou encore dans le cas d'un enfant qui a été physiquement ou sexuellement abusé pendant des années par celui qui meurt. Ça donne des sentiments ambivalents, mais je me sens libérée. Je ne serai plus prisonnière de ces griffes. Il faut retenir que la profondeur de la perte n'a d'égal que l'ampleur et la profondeur de l'attachement. Mais encore, il est possible de pleurer une personne qu'on aurait aimé aimer ou de qui on aurait aimé être aimé. On ne peut prédire lequel deuil dans notre vie viendra davantage nous bouleverser. Avons-nous le sentiment que la mort a tout pris? Même notre vécu avec le défunt, tout ce qu'on a vécu avec la défunte, pensons-nous que la mort a tout pris? Ou au contraire, avons-nous le sentiment de porter à jamais un amour que même la mort n'aura pu détruire? J'arrête sur cette question pour entendre les vôtres, pour entendre vos commentaires. Profitons-en. J'ai pensé laisser plus de temps ce soir pour être en dialogue avec vous, en essayant d'avoir donné quelques bribes, peut-être essentielles. Est-ce essentiel ce que j'ai dit dans la traversée du deuil pour représenter l'endeuillé? J'ai tenté de le représenter le mieux possible. Je pourrais élaborer sur comment il se reconstruit.
je vous en dis un mot avant de vous écouter. L'endeuillé se reconstruit en retrouvant le lien avec la vie. L'endeuillé se reconstruit en aimant encore. L'endeuillé se reconstruit en prolongeant les qualités du défunt, en terminant un projet qui avait été commencé par la personne qui est décédée et que celui ou celle qui reste voudra bien achever. D'autres écrivent un journal, une lettre, un livre. D'autres rejoignent des groupes et partagent. D'autres tolèrent encore et encore la solitude, mais plus tranquille, un peu plus de paix. Alors voilà, on pourrait aussi dire encore et encore comment l'endeuillé s'en sort. Mais j'aimerais surtout ce soir insister sur le fait qu'un deuil, ce n'est pas une question de jours, de semaines, de mois, mais bien souvent d'une année, de 2 ans, de 3 ans. Vous allez voir, ça finit beaucoup par s'atténuer comme blessure. Et souvenons-nous de la conférence de Fauré. On va finir par cicatriser. Je vous remercie de votre écoute et j'attends vos questions. Je voudrais simplement rappeler aux gens qui sont avec nous ce soir que si vous souhaitez poser une question, face à votre écran, vous verrez du côté gauche qu'il y a une boîte noire qui est une boîte de dialogue, communément appelée chat room en chinois. Alors, vous pouvez aller là et de cette façon, ça nous permettra de retransmettre votre demande là, à Joanne. Alors, j'y vais déjà. Une des premières questions, en fait, Joanne, tu as soulevé dans d'autres présentations, tu as parlé de l'oscillation du deuil. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais reprendre ce thème-là? Je pense que ça pourrait préciser certaines choses. Certainement, avec plaisir. L'oscillation du deuil, hein, on a proposé ce thème éventuellement pour les personnes qui ne ressentent pas la gradation des étapes, mais beaucoup plus le balancier entre je vis ma peine ce matin, je la pleure, et je pense au deuil que je vis. Mais cet après-midi, le balancier ira plutôt vers une distraction constructive. J'irai manger avec l'ami, j'irai marcher dehors, j'irai dans une librairie trouver un bon livre qui va m'aider à me distraire de façon constructive. Donc, l'oscillation, c'est le va-et-vient dont je parlais lorsque je vous l'ai proposé il y a quelques minutes. Ce va-et-vient de la peine, cette espèce de marée haute et marée basse qu'on pourrait attribuer au chagrin. Les grands moments de crise de larmes à la marée haute, les vagues de chagrin qui nous frappent de plein fouet, hein, qui sont ponctuées par des moments plus doux, plus calmes, où on a cette espérance qu'un jour, on ira mieux. Donc, l'oscillation du deuil, c'est vraiment cette capacité de passer plus rapidement d'un état à l'autre que de rester misérable pendant des jours et des semaines dans un même état d'effondrement. On peut rajouter durant la journée des éléments qui vont nous sortir de la grosse peine.
Alors, il y a quelqu'un qui nous rappelle, pour faire suite un peu à ce que tu disais, Joanne, c'est que euh, d'être un peu, l'image, c'est d'être entre deux eaux, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de peine, d'être affligé, puis en même temps d'être reconnaissant, reconnaissante pour ce que l'autre nous a apporté Oui, et de se dire, ben, finalement, je suis à quelque part transformé par ça. Alors, c'est oui. toute la. C'est pas toujours aussi limpide qu'on le souhaiterait, finalement. Non, et il y a un chemin pour s'y rendre. Hein. On n'est pas rendu le lendemain de la perte à tout cela. C'est pour ça que je dis que ça demande une patience d'ange, mais il faut y croire. Hein. Je l'ai dit déjà, mais si je n'avais pas vu que les gens un jour allaient mieux, j'aurais lâché mon métier parce que je sais comment cette souffrance peut faire mal. Mais je sais aussi qu'un jour, cette personne souffrante devant moi, avec moi, euh, trouvera de nouveaux espaces de vie en elle et autour d'elle. Alors, c'est pour ça que on ne peut pas juste s'effondrer parce que c'est plus fort que soi, s'effondrer. C'est la détresse. Ce sont des moments, mais ça ne peut pas être une façon de vivre dans la détresse. Il faut aller chercher de l'aide. Quelqu'un, en fait, nous demande qu'est-ce que tu penses de ça? De façon générale, les gens sont mal à l'aise, ne veulent pas parler vraiment à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un ou qui a perdu quelqu'un, évite le sujet ou évite carrément d'être en contact avec cette personne-là. Mhm, La personne se demande pourquoi, mhm. d'après toi, c'est comme ça. Oui, c'est très confrontant une personne en deuil devant soi. Euh, D'abord, je ne sais pas comment les gens réagissent quand ils voient l'ami pleurer ou l'enfant pleurer ou la mère pleurer. Euh, Est-ce qu'on est capable simplement d'accueillir ces larmes-là, de rester un peu en silence, de dire à l'autre, je suis là, prends le temps qu'il te faut. Je crois que c'est très menaçant parce qu'on se dit qu'un jour, nous aussi, nous allons perdre. Et on a peur. On a peur de vivre ce moment. On est porté à éviter la rencontre. Pourtant, la rencontre est si belle. Et c'est souvent l'endeuillé qui nous invite à aller vers lui ou vers elle parce que c'est vrai qu'il y a trop de malaise et c'est dommage. Si je peux donner un conseil à des personnes qui nous écouteraient ce soir et qui ne sont pas en deuil, mais qui connaissent des amis ou un proche endeuillé, on peut lui dire, sais-tu quoi, je te réserve quelques heures. On les passe ensemble à ta guise. Si tu as envie de me parler de ce qui te fait mal présentement, je t'écoute, je te prends tel quel. Si tu as envie de te distraire, je suis là. Qu'aimerais-tu qu'on ait sur le programme? Donc, il faut poser la question, il faut oser. Une chose est certaine, il y a beaucoup de gens qui sont maladroits, c'est vrai, malheureux, encore une fois, parce que devant la souffrance, on dirait qu'on ne sait pas quoi faire. On dirait que c'est trop gros. Et pourtant, la souffrance, elle est là en nous de façon ponctuelle ou de façon pleine dans des moments tragiques de notre vie. Mais elle est aussi habitée, cette souffrance, elle habite, elle cohabite avec la joie. Donc, quand on découvre tout ça, on a moins peur de la perte, du deuil, de la mort, on a moins peur des silences, on est juste capable d'être ensemble. On peut, ce que les endeuillés m'ont dit avoir tant apprécié, c'est quand une personne ne sait vraiment pas quoi faire ou quoi dire et qu'elle arrive, qu'elle dépose un plat ou quelque chose sur le balcon ou une enveloppe avec une carte signée des amis du travail ou quoi. Ce genre de belle surprise fait beaucoup de bien. C'est discret, on appelle puis on dit, tu iras devant ta porte, on a déposé quelque chose pour toi. Alors, quand on ne sait pas quoi dire, on trouve de belles choses à faire. Euh,
Quelqu'un nous souligne qu'elle a perdu son enfant il y a 13 ans et que oui, ça a été difficile, elle a sombré, elle a réussi à se reconstruire, mais l'ennui est toujours là, elle s'ennuie encore de son enfant. Oui. C'est normal, comme tu disais, il n'y a pas de recette ou de programmation pour le deuil. Non, en même temps, je pense qu'il y aura toujours, on ne peut pas être pareil après avoir perdu un être cher. Il reste, pour qu'il y ait cicatrice, c'est parce qu'il y a eu blessure. Il y a eu vraiment un gros choc dans notre être. On va s'ennuyer. La personne, on l'a aimée. On va pleurer. On va encore pleurer. 13 ans, 20 ans plus tard, ça va revenir. La personne va nous manquer. On va avoir, comme on dit, des crises de manque, des crises de pleurs. Mais il ne faut pas en avoir peur. Tout ça, on est capable de le vivre. Il s'agit juste de traverser ces tempêtes. Et oui, on va s'ennuyer. Et peut-être pour contrer l'ennui, on va trouver quelqu'un avec qui on pourra reparler du défunt, avec qui on pourra regarder des photos, avec qui on pourra élaborer sur qui l'endeuillé était pour elle encore et commencer son deuil à ce stade 13 ans plus tard. Alors, c'est sûr, l'ennui va être là. Je pense que le manque va toujours... Moi, vous savez, j'ai lu cette expression, je l'ai écrite moi-même parce que je m'identifie à cela. Quand on perd un être cher, c'est comme si on avait perdu un bras droit, une jambe, et on va continuer de vivre. On va avoir une jambe artificielle. On va marcher sur la jambe artificielle. Mais vous le savez, les Paralympiques regroupent des personnes qui n'ont qu'une jambe, un bras, aveugles et qui font du sport et qui ont retrouvé la vie malgré le manque, malgré l'absence d'un membre. Et je crois que la personne décédée représente pour nous le membre fantôme, le bras qui manque, la jambe qui manque. Et c'est ça le deuil. Il manque un morceau de moi, symboliquement, mais c'est un peu l'image qu'on a. Mais on avance sur une jambe en moins avec l'orthèse, avec la prothèse, avec tout ce qu'il faut pour se tenir debout. Quelqu'un nous mentionne avoir perdu un être très proche il n'y a que 7 mois, c'est très récent, 7 mois, et que souvent, il y a des grands vertiges, il y a comme un éclair qui traverse le cœur, surtout de déverrouiller la porte de la maison et d'arriver et que là, de constater qu'il n'y a pas de retour possible. Alors, Oui, c'est un sentiment très difficile. oui, Comment on pourrait rassurer les gens en disant que, oui. bon, ça finira par s'estomper? Oui, mais pour cela, il y a des moyens. Parfois, on peut écrire à la personne. C'est pour ça que je trouve que d'écrire un journal après la perte d'un être cher, lui dire ce qu'on ressent, ou le dire à soi, ou le déposer sur une page, ça aide énormément. Dépendant de l'heure du jour, on peut aller prendre une marche, faire une promenade et aller respirer dehors et puis revenir à la maison et dire la deuxième fois que j'ouvrirai la porte, peut-être que ce sera moins vertigineux, que ça fera moins mal. C'est pour ça que je le dis, il ne faut pas minimiser les symptômes du deuil, tout ce que ça fait vivre. On ne peut pas minimiser. On ne veut pas faire peur, mais on ne peut pas non plus dire, ben non, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va mieux aller un jour, ça va faire moins mal un jour, mais c'est dur. Toutes ces premières fois, là, oui, où on ouvre la porte et puis même à répétition, quand on revient du travail et qu'on ouvre la porte et qu'on sent cette solitude, certaines personnes vont reprendre des photos pour aller revoir l'être cher et d'autres vont fermer les yeux, l'imaginer
et essayer de l'intégrer à l'intérieur de soi. C'est extraordinaire quand on va être capable le jour de reprendre en soi la personne qui est disparue. C'est pas magique, c'est tout un processus où on sent que tout ce qu'elle était, on est en train, nous aussi, de retrouver les forces qu'on avait développées à deux. Quelqu'un nous partage que dans son cas, elle a perdu un être cher et c'était de parler de lui. Et être très consciente, en fait, que des fois, les autres sont mal à l'aise de ça. Ça fait suite à ce qu'on disait un peu auparavant, mais qu'il faut, en fait, appréhender, il faut essayer de tolérer le silence de l'autre, en fait, Oui. pourrait le malaise. Oui, ou le malaise. Il faut peut-être, et ça, c'est dommage qu'on fasse appel à la grandeur de l'endeuillé, sa maturité, pour inviter les proches ou un ami à dire, j'ai vraiment besoin de parler de lui. Puis, je vais faire pendant 15 minutes au moins. Si on est en groupe ou si on est tout seul avec une personne, on peut dire, moi, ce qui me fait du bien, c'est de le nommer. Vous savez, nommer le nom de son enfant qui est mort. Les poètes diraient, c'est doux à l'oreille. Hein? Ça veut dire 100 fois je t'aime, un prénom. Hein? Il y a quelque chose de fort dans le prénom de l'être qu'on aime. Alors, on a envie que le thérapeute ou l'ami ou le groupe nous entende nommer la personne que l'on a aimée, l'enfant, la mère, le père, la sœur, peu importe. Cette personne a un nom. Son nom, c'est son identité. Et il y a eu des belles chansons qui ont été écrites sur le nom des gens qu'on aime. Hein? Ton nom résonne dans ma tête aussi doux qu'un poème, aussi fort qu'un je t'aime. Alors, répéter le nom de la personne, répéter des anecdotes ou demander à l'autre, toi qui l'as connu, j'aimerais ça que tu me racontes un moment que tu as vécu avec lui ou avec elle. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Alors là, il y a un beau partage de souvenirs parce qu'on imagine que la personne qui est avec nous connaissait l'endeuillé et pourrait nous donner une anecdote qui nous ferait du bien. Quelqu'un nous demande, est-ce que c'est normal et sain, là, et j'utilise vraiment les mots qui ont été employés, de rêver à notre défunt, mais d'avoir des joies extrêmes dans ce rêve-là? Est-ce que c'est un sentiment qui est tout à fait normal, je pense, mais non seulement qu'il est normal, il est beau. Quand on ressent de la tranquillité, une joie profonde, qu'on installe notre défunt dans un lieu sécurisant pour nous, dans une lumière qui l'entoure, dans un jardin de fleurs qui le protège. Oui, en fait, le rêve, oui, c'est quelque chose de formidable parce qu'on peut rêver éveillé ou on peut rêver complètement endormi. Et finalement, le rêve est un guide pour nous donner un peu l'interprétation qu'on aimerait lui offrir à ce rêve. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce rêve-là? Mais si on ressent du bonheur ou de la joie, ce n'est pas indécent, c'est comme un sentiment de vivant, un rappel que cet être-là a existé dans une énergie de plaisir, dans une énergie de vie. Alors, je trouve que c'est merveilleux, il me semble, de rêver à quelqu'un de cette façon-là. Ben, le rêve, en fait, le deuil, ça dure 24 heures par jour. Donc, durant la nuit, le deuil est encore en fonction. Et ça me rappelle une anecdote. Évidemment, on vient d'une province très catholique, le Québec, c'était notre histoire. Et ma grand-mère, de qui j'étais très près, me disait, quand on rêve à nos morts,
c'est parce qu'ils ont besoin de prière. Alors, Ah. je ne prétends pas que c'est une règle, évidemment, mais bon, je vous ramène ce qu'elle nous disait. Quelqu'un, sous une autre façade, quelqu'un nous demande comment on se prépare à un retour, c'est-à-dire à un retour vers la normalité, à un retour au travail, par exemple, après Oui, avoir vécu un deuil. oui, Comment pas on appréhende facile. ça? Pas facile de le faire, mais c'est intéressant. On essaie soit d'en parler si on est avec un thérapeute qui nous y prépare, on prépare ça ensemble. Si on n'est pas du tout avec un thérapeute, mais qu'on est chez soi et qu'on se soigne le mieux possible et qu'on dit, je crois que ça me ferait du bien de retourner au travail. Je pense, on le sent, souvent on le sent, on sent que c'est le moment. Pour certains, c'est un retour assez rapide, dépendant de ce que ça veut dire le milieu du travail pour chacun. Parfois, le groupe du travail nous enveloppe, nous apporte beaucoup de réconfort. D'autres fois, on se dit, ça va être ma distraction constructive. Pendant ce temps-là, je vais faire des choses, aider la compagnie, la communauté, la société, et je serai en deuil, dans mon deuil, au retour. Alors, pour certains, ce sont des espaces de guérison, le retour au travail. Et pour d'autres, c'est trop rapide. Certains doivent, et la plupart d'ailleurs, retourner progressivement. Certaines personnes ont peur de faire face à tous ces gens, à tous les camarades de travail, à tous les collègues qui vont dire bienvenue, ça fait longtemps qu'on t'a vu, j'ai pas eu l'occasion de te dire mes condoléances. Alors, l'endeuillé appréhende 7, 8 ou un an après 7 mois, 8 mois ou un an après la perte, ils appréhendent de retourner au travail et de pleurer dans les bras d'un compagnon de travail. Mais moi, ce que je dis, c'est peut-être de nommer quelqu'un en charge par email ou quoi, de dire un peu comment on aimerait que ça se passe à notre tour. Est-ce qu'on aimerait mieux que personne nous en parle? Je trouverais ça difficile, moi, que personne nous parle du deuil. Et en même temps, ben, peut-être que c'est difficile que tout le monde se mette à nous en parler. Alors, on s'adresse au moins à un compagnon de travail qui fera le message au reste du groupe. Alors, quelqu'un nous rappelle, et à juste titre d'ailleurs, que parler d'anormalité, est-ce que ceci est sain, normal ou anormal? En fait, Oui, c'est déjà assez souffrant le deuil oui. qu'il faut essayer de ne pas s'ajouter un poids avec l'anormalité ou est-ce correct ou Mhm. incorrect, mais Mhm. c'est ce qui amène une question. Qu'est-ce qui peut être pathologique dans le deuil? Oui. As-tu quelques Alors, exemples? oui, oui, deux choses, deux ou trois choses. Premièrement, pourquoi les gens utilisent le mot normal euh, et la personne qui pose la question, elle a tout à fait raison. On ne cesse, nous, les thérapeutes du deuil, d'expliquer que c'est normal, hein. Puis je vais vous le dire dans deux, trois minutes, ce qui pourrait causer des grands soucis. Mais c'est la personne en deuil qui a peur de devenir folle. Il y a beaucoup de personnes qui nous le disent ainsi. J'ai peur de capoter. J'ai peur de virer. J'ai peur de ne jamais m'en remettre. Est-ce normal? Alors, ils ont besoin d'être validés dans la normalité du deuil parce que les réactions sont intenses et elles peuvent se répéter. Donc, on a peur de rester pris avec ça pour le reste de notre vie, ce qui ne sera pas le cas. Mais c'est important des fois de dire à la personne, ce que tu vis est tout à fait normal. Est-ce normal de servir une soupe devant moi à celui qui n'est pas là? Si c'est au début du deuil, oui. Si ça fait 10 ans qu'on fait ça, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qui est pathologique? Ou qu'est-ce qui cause des soucis? Ou qu'est-ce qui risque de tourner mal? Si je me jette dans l'alcool, si je me jette dans la drogue,
si je me jette dans le jeu compulsif, si je ne veux voir personne, jamais, que je ne réponds pas au téléphone, que je suis inaccessible, que je refuse de parler à quiconque, après 1 an, après 6 mois, c'est un problème. Ça peut s'aggraver. Je peux m'enliser. Je peux développer une détresse de laquelle il sera de plus en plus difficile de remonter. Alors, on peut se dire que si on a vécu dans le passé des dépressions profondes, si on vit une dépression chronique et qu'on est en deuil, on aura peut-être besoin de plus grand soutien que les personnes qui n'ont jamais vécu de dépression et qui ne vivent pas d'anxiété élevée. On a besoin parfois de médicaments, pas tout le monde, vraiment pas tout le monde. Mais si le deuil vient déclencher une dépression qui sommeillait depuis longtemps ou qui se répète, ça peut demander plus de soins. Quand le deuil est traumatique, hein, on peut avoir des réactions très fortes qui demandent d'être entouré, d'être soutenu par des professionnels de la santé. Et ça, c'est important de le savoir. Ce n'est pas parce que les personnes ne sont pas normales, c'est parce qu'elles ont vécu un moment extrêmement, extrêmement bouleversant. Alain, tu parlais au début de la soirée des Ukrainiens. Et quand on regarde les nouvelles cette semaine, on nous prévient. Les images que vous allez voir sont dérangeantes, bouleversantes. On voit des survivants qui se promènent à travers des corps étendus par terre, des défunts. Et ça, c'est traumatisant, c'est dur. Comment faire pour garder l'équilibre? Comment faire? Eh bien, on a besoin d'aide. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui auront besoin d'aide. Et ici, c'est pareil. On a aussi des traumas et ça ne veut pas dire qu'on va les vivre de façon anormale, mais ça veut dire qu'on a peut-être besoin d'être prudent pour ne pas être marqué plus de 4, 5, 6, 7, 8 mois où on ne peut plus sortir de peur d'être frappé par une voiture. On va avoir besoin d'aide. C'est ça la différence. Quelqu'un nous mentionne de vivre un deuil, un début de deuil avant le décès de la personne. On sait qu'il y a tous les cas de mort annoncée. Oui. Il y a les cas, par exemple, je pense à l'Alzheimer, on en a déjà traité, le deuil blanc. Oui. Mais de plus en plus aussi, on est à vivre, je dirais, tout ce qu'on appelle les soins de fin de vie. C'est-à-dire qu'on sait que notre père, notre mère, notre père va décéder mardi à 3h30. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour aider les gens qui vivent? Est-ce que je peux dire des pré-deuils ou qui commencent le deuil avant le vrai deuil, finalement, avant la perte officielle Oui, il y a une partie, oui, Alain, oui, il y a une partie de deuil qui se vit dans ces moments-là. Mais tant qu'on est devant la personne, tant qu'elle a un souffle de vie, elle n'est pas morte. Et c'est ça qui impressionne. C'est quand il n'y a plus rien, un corps inanimé, plus de souffle, plus rien. Et ça, c'est la mort. Et peut-être que pour certains, le pré-deuil n'aura pas eu l'effet escompté, c'est-à-dire que le deuil va commencer lorsque la personne proche va cesser de respirer. Ça peut être comme ça, mais pour d'autres, il va y avoir eu du temps pour se préparer. Je connais des gens qui décident, bien sûr, de l'heure ou du jour, et c'est très correct ainsi. Mais je souhaite que ce soit parlé avec ceux qu'on aime, qu'on élabore ensemble comment cela pourrait se vivre le mieux possible. Et
je crois que ça va être important d'avoir par la suite des rituels et de ne pas davantage escamoter le deuil parce qu'on a eu le temps de voir la mort venir. Encore une fois, on n'y croit pas. Je sais qu'il est en train de mourir, mais je n'y crois pas. Je sais qu'il va mourir à 3 heures, mais je n'y crois pas. Ce qui arrive, c'est qu'on est saisi par l'hypothèse qui devient prouvée, réelle, au moment où tout s'éteint. Avant ça, on est fait comme ça. On se dit, tout à coup qu'elle change d'idée, tout à coup qu'il y a un regain, tout à coup qu'ils se sont trompés et qu'elle fait encore 2 et 3 mois. On est là-dedans jusqu'à la fin. Et quand c'est une mort soudaine, tout à coup qu'il y a eu erreur sur la personne, tout à coup que c'est pas facile d'éteindre l'espoir et c'est tant mieux. L'espoir, c'est comme l'amour. Ça ne disparaît pas, ça s'entretient et ça change, si vous voulez, d'objet. Ça change de représentation. Tu mentionnais au passage l'importance des rituels, quels qu'ils soient. Une des questions qu'on a, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à propos des gens qui vont choisir de disperser les cendres de différentes façons ou de ramener l'urne avec les cendres ou une partie de celle-ci à la maison? Oui, je pense qu'autrefois, j'aurais peut-être dit euh, que de façon plus affirmative que ce n'est pas l'idéal ou une bonne chose pour vivre son deuil. Je ne dis plus ça parce que je vois trop de personnes m'expliquer que ça leur a fait du bien ainsi et que ça a été leur choix. Comme psychologue, c'est difficile de, comment dire, se prononcer sur le choix des gens. Mais ce que je sais, et j'entends notre ami Luce, anthropologue, nous expliquer tellement bien, et c'est pour ça que j'adhère un peu à sa pensée, et même beaucoup, c'est que pour moi, il y a un lieu pour les morts et un lieu pour les vivants. Le lieu pour les morts, pour moi, devrait être identifié avec un nom, avec une possibilité de se recueillir. C'est comme si je voulais que son histoire à la personne que j'aime perdure, ait une vie sur Terre après sa mort, qu'on sache que cette personne-là a existé de telle date à telle date, qu'elle a labouré la terre pour moi. Tout ce qui est étendu dans le fleuve et un peu partout, répandu, là, j'ai plus de difficultés à penser aux morts. Mais c'est personnel. Je crois, je ne saurais dire attention, vous allez mal vivre votre deuil. Jamais j'irai jusque-là. Mais je dirais, soyez quand même attentifs. Peut-être que pendant un certain temps, on a le goût d'avoir les cendres à la maison ou près de soi et après aller les déposer le temps qu'il faudra. Mais on s'accapare le défunt. À qui appartient le défunt? À moi? À ma famille? À, à l'univers? À qui? À l'histoire? À qui appartient le défunt? Alors, c'est un peu ça. M'accaparer du défunt me gêne personnellement. Je serais personnellement incapable de vivre avec l'urne à la maison. Mais c'est personnel. Ce n'est pas une réponse de psychologue, c'est une réponse personnelle. La réponse du psychologue, c'est pensez-y beaucoup, parlez-en ensemble, assurez-vous que tout le monde est dans un accord, une harmonie dans le choix de faire telle ou telle chose. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est solennel,
tout ce qui rend hommage. Et pour moi, disperser le mort, ça me rend un peu mal à l'aise. Mais j'aime et j'aime pas ma réponse. Quelqu'un nous souligne avoir les cendres du proche décédé à la maison depuis 7 mois, en fait. Et les cendres seront mises en terre cet été. Et Oui, d'appréhender ce moment-là, parce que c'est un peu comme la séparation finale. En fait, je dirais, c'est un peu comme aller conduire le défunt dans le monde des défunts, finalement, qui oui, est le cimetière ou le columbarium, peu importe. tout à fait. Alors, c'est une autre Et étape, mais c'est une étape qui peut être difficile. difficile Euh, mais importante. C'est comme lui rendre hommage et le retourner dans une demeure pour défunt. Euh, comment dirais-je? C'est pour ça que si on le fait au début, euh, on va vivre la séparation. On ne va pas être dans l'ambivalence entre le mort est chez moi. Ça va être le mort est là-bas, je pense à lui, je crée une distance nécessaire, mais ça n'enlève rien à mon amour, ça n'enlève rien à mes sentiments. Alors, c'est sûr hein, que c'est dur, on va encore pleurer, mais ça va être important de faire une cérémonie et puis de dire adieu. Si j'amène le mort avec moi dans l'urne, je ne lui ai pas dit adieu. une grande question vaste pour toi, Joanne. Des conseils pour se reconstruire. Ouh! Bien, j'en ai donné quelques-uns, mais il me fait plaisir d'en nommer d'autres. Je vous dis que pas seulement moi, mais vraiment la science, et ça c'est encore plus important que ce que j'en pense, la science démontre que l'écriture, encore une fois, dans un journal, sur une lettre ou bien dans un livre, qu'on publiera ou pas, c'est une manière de se reconstruire. Se reconstruire, et là, je vais peut-être utiliser un mot que les endeuillés n'aiment pas, mais je vais lui donner un synonyme. Se reconstruire, c'est accepter la mort de l'autre. Tant que j'accepte pas la mort de l'autre, je peux pas me reconstruire. Et je sais que comme synonyme, les gens préfèrent consentir à la mort de l'autre, c'est-à-dire consentir à mon histoire, consentir à ce qui m'arrive. Et c'est là que je vais commencer à aller mieux et à me reconstruire. Tant que je ne veux pas faire ça, je ne peux pas me reconstruire. Mais on peut se reconstruire en créant. Si vous avez un certain talent, allez vers votre talent. Ça va faire partie de la reconstruction. On dit que le printemps et l'été, lorsque le jardinage revient, ça fait du bien de mettre nos deux mains dans la matière, dans la terre, pour compenser l'absence. Parler, faire partie de groupes d'endeuillés, se confier, voir des amis, pleurer, ne pas escamoter le chagrin, ne pas s'enfermer, le geler pour trop longtemps. Ce sont des façons, hein, des façons de se reconstruire. Il y a des personnes qui créent des fondations, qui créent des bourses à l'université au nom du défunt pour aider les jeunes. Il y a tant de façons. Il y en a qui font des dons d'organes. C'est une façon de se reconstruire dans le deuil. Hein? La gratitude et le don. Par la gratitude et par le don, je peux me reconstruire. Par le refus et le repli sur moi-même, je ne pourrai jamais me reconstruire. Joanne, bon, il y a des problématiques dans chacune des familles. Un deuil amène beaucoup de bouleversements et des fois fait fait réouvrir des tiroirs qui étaient fermés ou à demi fermés. Mais comment se dépatouiller avec ça quand, en plus du deuil, on a à transiger avec des conflits familiaux? Oui, ah ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Il faut simplement se rappeler que même en l'absence de conflits familiaux,
Notre deuil est celui qui est unique, c'est-à-dire que personne, même dans notre famille, le vit de la même façon. Et ça, c'est très bouleversant à découvrir. On pense souvent qu'on va pleurer en même temps ou qu'on va pouvoir en parler autour de la table, et ce n'est pas ça qui se passe. Et quand il y a conflit, c'est sûr que c'est difficile. Il faut être patient. Il faut trouver, en dehors de la famille, un lieu pour être capable de surmonter le deuil. Parfois, ça ne se passera pas avec nos très proches. On va y aller par soi-même, juste pour trouver les forces après de régler peut-être d'autres conflits entre les membres de la famille. On sait que pour régler un conflit, il n'y a qu'un seul mot, c'est la communication. Mais j'ajouterais une communication quand c'est le temps. Et en attendant, il y a aussi des espaces de retrait et de retour à la famille. Ce n'est pas facile. Alors, Joanne, je conclurai peut-être sur une remarque que tu nous disais un peu plus tôt que pour se reconstruire, pour cheminer, il faut à un certain point, disons, accepter ou disons, être un Consentir. peu, consentir à la perte qu'on a vécue. Mais j'ajouterais que consentir à ça, c'est pas oublier. Et ça Jamais. veut pas, beaucoup de gens disent, ben, je veux pas oublier, je veux jamais l'oublier, c'est sûr, mais on peut quand même accepter, entre guillemets, la perte de notre proche, mais sans oublier, bien sûr. Absolument. C'est un point tellement important. De toute façon, soyez sans crainte. On ne peut pas oublier une personne qu'on a autant aimée. On oublie probablement des gens qui n'ont pas été significatifs dans notre vie. Mais autrement, on n'oublie pas. On a une mémoire non seulement cognitive, mais sensitive, une mémoire visuelle, auditive. On a tant de mémoire à l'intérieur. On ne peut pas laisser la personne qu'on aime dans l'oubli. Elle est au fond de notre cœur et ce n'est pas parce qu'on en parle moins avec le temps ou qu'on la pleure moins qu'on commence à l'oublier. Au contraire, je crois qu'il n'y a pas de personne décédée qui voudrait notre malheur et qui voudrait qu'on soit triste et seul pour le restant de notre vie. Alors, on va mieux pour rendre hommage aussi à la personne qui n'est plus là. On va mieux aussi pour elle. On ne peut pas finir en beauté autrement que par les mots que tu viens de nous apporter. Puis par cette soirée-là où il y avait beaucoup de questions, je remercie tous les gens qui étaient avec nous ce soir. On vous sent là, même si malheureusement on ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes Oui. avec nous et on l'apprécie. C'est des soirées qu'on organise pour vous, en espérant que ça puisse vous apporter un peu de soutien, un peu d'accompagnement là, dans ces périodes-là qui ne sont pas faciles, bien sûr. Alors, je te Et laisse le mot de la fin, Joanne, à ton tour. oui, j'allais dire à nos auditeurs, nos auditrices, nos amis, quoi, toutes ces personnes qui ce soir étaient présentes. J'ai hâte de vous revoir pour ceux et celles qui venaient à la rencontre en personne les lundis soirs. On va se revoir, soyons confiants. On va se retrouver. On va refaire un colloque annuel. J'ai des idées, c'est pas possible. Alors, vous allez voir qu'on va continuer. C'est tellement important d'être ensemble et ça fait partie de la reconstruction. Je vous remercie de vous brancher avec nous les premiers lundis du mois. Ça fait partie de la reconstruction. Et même, je voudrais vous dire de la mienne, parce que moi, je le dis comme ça, mon métier que j'aime tant, l'écoute des personnes qui se confient à moi, tout cela a contribué à me construire dans ma vie. Je n'ai pas terminé. Je suis rendu un peu comment on dirait ça, dans les pièces lumineuses que j'essaie
de continuer de développer, de bâtir à l'intérieur. Et c'est grâce à toutes ces personnes qui nous donnent les mots pour les représenter. Et j'ajouterais que, en fait, InfoDeuil, c'est dans cet esprit-là que ça a été créé. C'était, disons, l'idée est venue de Joanne et moi qui avons décidé et réfléchi longuement sur le fait qu'il est important de vous donner j'appelle ça un peu un coffre d'outils, des références, un site où on retrouve plein de choses qui, on le souhaite, vont sûrement pouvoir vous aider. Et c'est le site infodeuil.ca. Et pour ceux qui sont avec nous pour la première fois ce soir, bien, allez-y, promenez-vous. Il y a des magnifiques textes de différents auteurs, il y a des captations des autres soirées comme ce soir que vous pouvez réécouter ou écouter pour la première fois. Il y a eu des capsules aussi, des petits clips qui ont été réalisés, je pense, avec M. Forêt et avec d'autres, avec Luce Desaulniers. Alors, c'est autant d'informations et, je pense, de gestes d'accompagnement qu'on a voulu créer pour vous. Et on espère que vous pourrez, en fait, le consulter facilement. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez jamais. Vous avez les outils sur le site là, pour nous transmettre des questions ou commentaires. Et je laisserai aussi, Alain, le texte de ce soir avec la référence du livre de Nadine Beautéac. Je pense que les gens apprécieraient beaucoup ce livre-là. Oui, c'est vraiment 100 questions sur le deuil avec ses réponses. Vraiment, elle écrit le livre que j'aurais aimé écrire. Tu en écriras d'autres? Oui, je suis en train, toujours, je ne suis pas en train d'oublier le livre, qu'on est... Numérique. Numérique, merci. Le livre numérique que j'ai commencé, puis avec la COVID et les sollicitations autour de tout ça, j'ai laissé un peu l'écriture de côté, mais je ne vous oublie pas. J'ai hâte de poursuivre cette écriture et beaucoup de mots à partager avec vous. Alors, merci beaucoup, Joanne. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci à tous les gens qui nous ont accompagnés dans cette belle soirée de début d'avril avec des signes avant-coureurs du printemps. Oui. Voilà. Bonne semaine à tous et à la prochaine qui est le 2 mai. Début mai, oui, j'allais dire juin, j'étais un peu vite en affaires. 2 mai, je pense. Oui, alors on se retrouve le 2 mai. Vous trouverez toutes les informations sur le site. Alors, oui, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.